Moi, je travaille dans un groupe, le groupe Alpha, qui est spécialiste des relations sociales, c'est-à-dire des relations entre les directions d'entreprise et les représentants des salariés. Voilà, je vois à l'écran s'affiche une présentation assez simple de l'entreprise dans laquelle je travaille. Moi, je suis particulièrement chargée de travailler sur la responsabilité sociale des entreprises. Alors, j'ai un point commun avec Mélanie. J'ai travaillé alors, enfin Mélanie, elle y travaille encore, et moi, j'ai travaillé au début des années 2000. Et j'avais notamment participé à la rédaction du répertoire pratique sur les pratiques des entreprises en matière d'accords cadres internationaux. Et il se trouve qu'en tant que membre du Forum citoyen sur la RSE, j'ai beaucoup suivi les questions de loi sur le devoir de vigilance. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui va être intéressant dans les présentations de Charlotte et de Mélanie, c'est d'abord de voir si cette nouvelle loi améliore l'efficience des outils de la responsabilité sociale des entreprises, parce qu'on sait qu'en matière d'accords cadres internationaux, la question de leur mise en œuvre, de leur efficacité sur les territoires est un véritable sujet. On a beaucoup d'informations sur le contenu des accords, beaucoup d'informations sur les dispositifs de suivi, en tous les cas dans les textes des accords. En revanche, que donne sur le terrain concrètement la mise en œuvre de ces accords, ça, on a beaucoup moins d'informations. Et pour la loi devoir de vigilance, qui est bien plus récente, on a le même souci, à savoir la publication d'un plan, mais après, qu'est-ce qui se passe concrètement en termes de mise en œuvre et quels sont des indicateurs de suivi qui peuvent être utilisés par les différentes parties qui ont un intérêt à la mise en œuvre de ces dispositifs. Ce qui me semble aussi intéressant dans le cadre de ce webinaire, c'est qu'on a d'un côté un outil de droit mou, comme disent les juristes, qui sont les accords cadres internationaux, et de l'autre, un outil de droit dur, puisqu'il s'agit d'une loi que de nombreux pays nous envient et apparemment, copient ou cherchent à dupliquer nationalement. Voilà, là, il me semble que un des enjeux de ce webinaire, c'est de voir comment des dispositifs de suivi d'un outil de droit mou et d'un outil de droit dur peuvent s'apporter, s'articuler les uns aux autres. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de deux études qu'on a fait au sein de DH. La première, elle est sortie très récemment, c'est sur un retour sur les plans de vigilance publiés cette année, donc pour le deuxième exercice d'application de la loi. Vous le trouverez sur notre site ou dans la partie ressources du webinaire. L'objectif de l'étude est donc de voir, on a déjà fait une étude l'année dernière, et de voir à partir des plans publiés dans les documents de référence, et donc on a analysé 83 plans, quelles sont les tendances et les pratiques des entreprises, et au regard aussi de nous, notre expérience, puisque nous sommes une association de 16 entreprises, toutes impactées par la loi devoir de vigilance, et nous travaillons sur les démarches de vigilance en matière de droits humains. C'était de voir les enjeux qui rencontraient, aussi bien passés que futurs et toujours existants. Et donc là, je ne vais pas vous faire tous les résultats de l'étude, mais je vais m'intéresser, puisque c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, sur la question des dispositifs de suivi et des indicateurs et des mesures de la performance, qui est, vous devez le savoir, la cinquième, 1, 2, 3, 4, cinquième mesure demandée explicitement par la loi sur le devoir de vigilance. Alors, avant de parler vraiment des dispositifs de suivi qui ont été identifiés comme tels, juste un petit mot sur la gouvernance et le pilotage, parce que nous, on est persuadés que pour pouvoir déployer et rendre effectives des démarches de telle ampleur dans des grosses entreprises, et on parle des centaines de pays, des entreprises qui ont des activités dans des centaines de pays, qui ont des centaines de milliers de fournisseurs et de salariés, l'implication des dirigeants et des hautes instances
de gouvernance, c'est fondamental. Et ce qu'on voit donc déjà, c'est qu'en matière de pilotage, il y a 20 entreprises qui ont fait des comités de pilotage formalisés. Et quand je dis comité de pilotage, c'est des comités dédiés au suivi finalement du plan, qui ont formalisé les mesures du plan et qui aujourd'hui se réunissent régulièrement pour suivre les avancées du plan et les difficultés et finalement faire avancer et déployer le plan dans toutes les entreprises. Ces comités de pilotage sont bien évidemment, et vous voyez à gauche les acteurs qui les composent et qui ont été amenés à travailler sur les plans de vigilance dans les entreprises. C'est bien évidemment les porteurs des enjeux déjà, donc les directions RSE, les directions achats, les directions environnement, RH, éthique pour certains cas dans la partie droits humains, mais aussi les directions liées finalement au processus de conformité dans les entreprises, que sont, puisque aujourd'hui, c'est une obligation légale au titre de la loi de devoir de vigilance, que sont les juristes, que sont les directions contrôle interne, et on va voir qui jouent un rôle dans le suivi du plan de vigilance, les risk officers pour la partie risque, et l'audit pour la partie aussi contrôle et suivi. Et en termes d'instances de gouvernance, alors c'est encore une fois, où on s'est attaché à véritablement regarder que les chapitres de vigilance qui ont été identifiés dans les documents de référence et vraiment que quand c'était explicitement mentionné, donc on sait que c'est pas forcément révélateur de ce qui s'est passé dans les entreprises et des pratiques, mais en termes d'instance de gouvernance, on voit que 35% des entreprises mentionnent explicitement que le plan de vigilance a été présenté à des comités du conseil d'administration, et très souvent les comités éthiques et les comités ou les comités RSE. Donc bien au niveau de conseil d'administration des groupes. Et il y a aussi la mention de 16% des entreprises comme quoi il a été directement présenté au conseil d'administration, enfin à la plus haute instance finalement de direction des entreprises, donc soit le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire. À noter quand même que comme le plan de vigilance est publié dans le document de référence des entreprises, ce document de référence est en lui-même présenté à ces hautes instances, et donc indirectement le plan de vigilance l'est aussi sans forcément que ce soit mentionné explicitement dans les documents de référence. Alors, sur les dispositifs de suivi en tant que tels, je vous ai dit que c'était une mesure explicitement demandée par la loi, et quand on regarde les pratiques des entreprises, au niveau des chapitres, de la manière dont ils ont rendu compte de leur plan de vigilance, dans la très très grande majorité des cas, en fait, les chapitres sont structurés par rapport aux étapes de la loi. Donc, ce qu'on a regardé là, c'est véritablement les dispositifs mentionnés au titre du chapitre identifié comme dispositif de suivi, ce qui ne préjuge pas du fait que dans les explicitations d'autres mesures, et notamment les mesures de gestion des risques est liées à, par exemple, une démarche spécifique droits humains, une démarche spécifique santé, sécurité, environnement. Il y a aussi la mention du suivi des actions, ce qui est normal puisque c'est lié à des politiques. Et donc là, ici, on n'a pas regardé ça, on a vraiment regardé les dispositifs globaux qui ont été identifiés comme pouvant aider à déployer le plan de vigilance de manière globale. Et pour répondre à Fabrice tout de suite, puisque je vois la question, c'est 35% sur 83 entreprises. Oui. Ce qui est mentionné comme dispositifs globaux, c'est véritablement le pilotage. Je l'ai dit, c'est les comités de pilotage vraiment dédiés plan de vigilance. Ils s'appellent comité vigilance, comité éthique et vigilance ou autre. Et donc, composés multidirections et donc qui se réunissent régulièrement pour suivre le plan. Ensuite, ce qui est beaucoup mentionné, c'est les reporting RSE qui existaient déjà avant, on n'est pas sans le savoir, et bien évidemment, les enjeux qui composent le plan de vigilance, santé, sécurité, environnement, droits humains étaient déjà traités par les entreprises via leur politique RSE, et donc le reporting, et puis la loi française demandait un reporting précis et citait explicitement les actions, notamment droits humains, environnement, et même achat responsable d'ailleurs, comme devant être les entreprises devaient rendre compte annuellement, et donc ce reporting existe déjà et est nécessairement et heureusement et naturellement utilisé pour suivre le plan de vigilance. La gouvernance et le suivi au niveau, donc via notamment les comités RSE, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui est aussi cité. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est l'intégration soit du plan global. Alors, très peu, c'est plutôt, mais c'est normal parce que le plan est composé de différentes mesures et des politiques et des démarches qui finalement sont autonomes. Et ces politiques et démarches autonomes existaient avant et ont déjà été intégrées, le suivi, notamment via le contrôle interne, le suivi des déploiements de ces politiques
étaient déjà intégrés dans le contrôle interne et donc ils permettent, les processus que j'appelle de conformité, permettent évidemment, et ont souvent été renforcés d'ailleurs avec l'application, on le voit, enfin c'est cité dans les plans de vigilance, permettent de suivre globalement le déploiement du plan de vigilance. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, je crois, pour les entreprises, encore une fois, de cette taille, c'est qu'elles vont être jugées. Alors, c'est bien une obligation juridique de la société mère, hein, qui a l'obligation de vigilance, et elle va être jugée finalement à sa capacité à s'assurer, à déployer et à s'assurer partout, dans toutes ses activités, y compris à l'étranger et chez ses fournisseurs, s'assurer véritablement que le plan est déployé au plus bas niveau, puisque ce qu'on demande, l'objectif du plan de vigilance est bien d'identifier et de gérer des risques qui sont finalement par nature complètement opérationnels. Les enjeux de droits humains sont différents d'un pays à un autre, sont différents d'une activité à une autre, voire d'une région à une autre. Et donc, l'entreprise, et on l'a vu, je ne sais pas si vous avez suivi la mise en cause de Total cette semaine, donc sur un projet, c'est au titre de la loi de devoir de vigilance, et c'est par rapport à un projet opérationnel en Ouganda, et donc l'entreprise est interpellée sur finalement sa capacité à décliner son plan de vigilance global par rapport à un projet spécifique qui est controversé. Et donc, pour s'assurer du déploiement dans toutes les entités opérationnelles et pour prouver qu'elles le font et pour pouvoir en rendre compte si besoin devant les parties prenantes ou devant un juge, les entreprises doivent véritablement mettre en place des processus robustes de suivi et de remontée des informations. Et les processus existants de contrôle interne ou d'éthique ou de reporting RSE ont l'avantage déjà de couvrir toutes les activités du groupe, et donc intégrer les spécificités de vigilance dans ces processus est bien évidemment naturel. Alors ensuite, sur les indicateurs, c'est aussi quelque chose qu'on a regardé, et là pareil, je vous cite les indicateurs qui sont mentionnés en tant que tels dans le plan de vigilance. Donc ça ne préjuge pas de tous les indicateurs RSE que les entreprises utilisent depuis longtemps et qui sont mentionnés dans la déclaration de performance extra-financière, ou des indicateurs spécifiques à certaines politiques mesures. Donc là, c'est vraiment ceux qui ont été explicités dans le plan de vigilance, mais ça montre quand même le choix des entreprises, pour celles qui l'ont fait, de choisir tel ou tel indicateur qui sont révélateurs pour elles du suivi de la démarche de vigilance. Et donc, il y a 52% d'entreprises qui mentionnent explicitement donc, un ou plusieurs indicateurs. Alors, ça va de dispositifs d'alerte à des vigilances qui sont remontés, et aussi le traitement de plans d'action correctif ou éventuellement licenciement. Enfin, c'est comment l'alerte est traitée. Bon, c'est pas encore très développé pour être tout à fait honnête, et les indicateurs sont souvent utilisés, mentionnés, sont souvent des indicateurs qui existaient déjà. Pour autant, et là je vous montre, donc là, si vous regardez la typologie des indicateurs qu'on voit, donc, et encore une fois, au titre du chapitre plan de vigilance, on voit quand même, alors, que ce soit dans les achats ou les droits humains, donc moi, c'est ma spécialité, c'est là, nous, on a fait des focus sur ces démarches, donc je développerai que ces démarches, et non santé, sécurité et environnement, sachant quand même que les indicateurs en matière de santé, sécurité et environnement sont déjà connus et utilisés par les entreprises depuis longtemps, donc ça pose peut-être moins de problèmes. Donc, que ce soit pour les achats et les droits humains, on voit qu'il y a des indicateurs que j'appelle de déploiement globaux des politiques, c'est-à-dire en termes de combien de chartes RSE ont été signées par les fournisseurs, combien de contrats composent des clauses. Beaucoup d'entreprises mentionnent, et parce que c'est une des principales actions mises en œuvre au titre de la démarche achat responsable, mentionnent combien de fournisseurs ont été évalués en matière par rapport à des critères RSE ou des audits fournisseurs. Idem pour les droits humains, indicateurs de déploiement des politiques droits humains spécifiques. Donc, c'est souvent via les dispositifs éthiques, par exemple. Donc, il y a des reporting, il y a des questionnaires d'auto-évaluation éthique envoyés aux filiales. Et donc, c'est combien de filiales ont répondu ou quelle est la couverture finalement de ces actions, ou le nombre d'audits spécifiques éthiques ou droits humains des filiales, ou combien de collaborateurs sont formés aux droits humains. Donc ça, c'est des indicateurs globaux qui existaient aussi déjà souvent dans les documents de référence des entreprises. Ensuite, ce qu'on voit et ce qui est intéressant, et c'est quand même le sens de la démarche de vigilance, c'est les indicateurs de déploiement qui sont, et Mélanie y reviendra parce que c'est un enjeu qu'on avait identifié, qui sont véritablement contextualisés par rapport aujourd'hui à la démarche de vigilance, c'est-à-dire qui sont finalement mis en perspective par rapport à la notion de risque. Exemple, plutôt que de dire le nombre de fournisseurs qui a été évalué en global,
on dit les entreprises, certaines entreprises précisent le pourcentage d'achat, par exemple, ou de fournisseurs qui est considéré comme un risque après la cartographie des risques. Donc déjà, ça donne déjà une indication. Et ensuite, parmi les activités des fournisseurs ou les achats qui ont été identifiés comme un risque, combien ont été évalués, combien ont été audités. Et donc, finalement, c'est cette corrélation, et c'est, je crois, là vers où les entreprises doivent aller, cette corrélation entre les résultats de la cartographie des risques et les actions qui ont été mises en œuvre et le suivi, sachant que, je vous le rappelle, la démarche de vigilance est avant tout une démarche d'identification des risques et de priorisation par rapport aux risques les plus sévères, que ce soit achat ou droit humain. Et donc, l'entreprise doit aussi prouver, je crois, sa capacité à définir des actions qui sont directement corrélées au risque. Et le fait de mettre des indicateurs que j'appelle contextualisés, ça permet véritablement de se rendre compte, d'avoir une meilleure idée de la démarche axée sur les risques de l'entreprise. Et ensuite, en matière d'achat, il y a des indicateurs, et il y en a qui sont souvent, il y en a quelques-uns qui détaillent véritablement par enjeu ou par pays des indicateurs liés à la conformité. Alors, avec alors, bien évidemment, personne n'est nommé et pas de fournisseur, etc. Mais les cas de non-conformité relevés au titre des audits ou au titre des évaluations RSE et le nombre d'actions correctives. Et encore une fois, ça peut être, par exemple, le nombre de plans d'action correctifs par rapport chez les fournisseurs qui ont été audités à risque. Et là, on retrouve bien la notion de risque. Et il y en a qui vont très loin dans les résultats des audits, par exemple, en termes de pays, en termes de nombre d'usines auditées par rapport aux catégories à risque, etc. Sur les droits humains, pareil. Donc, je vous ai parlé des indicateurs de déploiement, je dirais, global. Et on commence à voir, mais il n'y en a pas beaucoup parce que là, vous avez vu, il y a 7 mentions sur 83 entreprises et encore certaines mentionnent plusieurs indicateurs. Donc, ce n'est pas nécessairement 7 entreprises. Où là, on voit bien qu'ils ont identifié leurs filiales à risque ou leurs activités à risque en matière de droits humains. Et donc, ils vont aller former les porteurs, entre guillemets, les personnes cibles qui sont le plus susceptibles qui sont dans certains pays ou dans certaines activités. Et donc, c'est véritablement la formation ciblée par rapport au risque droits humains. Pareil, ils ont identifié qu'ils avaient des risques dans certaines activités et on a identifié qu'il y a 90% de cette activité-là qui est à risque parce qu'elle est dans un pays machin chose, enfin à risque. Comment on vous montre qu'on a pour l'instant pris des actions sur 70% de ces 90% et qu'on va déployer au fur et à mesure. Et donc, c'est véritablement la corrélation entre la carte des risques et les réponses apportées et ça se montre par le biais d'indicateurs et de suivi. Voilà, alors rapidement ce que vous voulez, parce que je pense que je suis déjà en retard, ce qu'on a fait aussi, nous, je voulais vous montrer la question des accords cadres internationaux et vous montrer comment ça peut être un outil très utile en termes de suivi des démarches de vigilance en général pour les entreprises internationales et des plans de vigilance en particulier pour les entreprises françaises. Donc on a fait une étude en février dernier sur les plus récents accords cadres mondiaux, c'est-à-dire les accords cadres mondiaux signés entre 2017 et 2019. Et l'idée était de montrer comment les droits humains étaient considérés dans ces accords cadres et comment les démarches de vigilance au titre des référentiels internationaux, quel lien il y avait finalement entre ces accords cadres et les démarches de vigilance, et en particulier, bien évidemment, pour les Françaises. Et vous voyez, il y avait 9 Françaises, parce que les accords cadres sont une pratique des entreprises françaises. Il y avait 9 entreprises françaises, donc entre 2017 et 2019. C'est comment, sachant que la loi devoir de vigilance a été adoptée en mars 2017, le lien qui est fait entre plan de vigilance et accords cadres mondiaux. Donc, c'est une synthèse. Encore une fois, vous pouvez trouver notre étude sur notre site. Ce qu'on voulait vérifier et ce qu'on a vérifié, et c'était notre idée d'origine, c'est de montrer que vraiment l'accord cadre mondial, quand il peut être déployé dans une entreprise, est un outil d'aide au déploiement des démarches de vigilance et un outil utile à l'effectivité finalement de ces démarches. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des périmètres d'application identiques. C'est les mêmes enjeux, donc droits humains. Il y a même de plus en plus d'accords cadres qui parlent des fournisseurs et des achats responsables et d'environnement. Il y a des droits des travailleurs, donc c'est droits humains bien évidemment. Et c'est aussi les mêmes acteurs visés, puisque les déploiements, par définition, les accords cadres touchent toutes les activités d'une entreprise. Et donc, en termes de démarche de groupe, ça permet de toucher tout le monde. C'est vraiment les mêmes périmètres. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait référence directe à des mesures de vigilance
alors au plan de vigilance pour les Françaises, mais aussi aux référentiels internationaux et à la manière pour les entreprises internationales et à la manière dont elles identifient leurs risques en matière de droits humains et environnement. Et donc, il y a des références explicites au processus de vigilance dans les accords cadres. La deuxième chose, c'est que c'est par définition, alors tout le monde n'est pas forcément familier des accords cadres et je laisserai Natacha compléter si besoin, qui est plus experte que moi sur la question, mais par définition, c'est des outils négociés et librement négociés avec les organisations syndicales et qui sont suivis par eux et ils sont partie prenante intégrante finalement de l'accord cadre. Et donc en soi, l'accord cadre est bien un outil d'association des parties prenantes internes, syndicales aux démarches de vigilance, sachant que nous, notre étude, j'en ai pas parlé, mais nous a bien montré que vraiment la question des accords était à une faiblesse, en tout cas, c'était pas mis en œuvre vraiment par les entreprises. Alors, les principaux résultats de notre étude, c'est que effectivement, ça peut vraiment aider au déploiement des démarches de vigilance. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un outil de diffusion. Souvent, ces accords cadres sont traduits dans toutes les langues, ou en tout cas dans les principales langues parlées par les collaborateurs. Ils sont déployés sur tout le monde, je l'ai dit, puisque les périmètres concernent bien tout le monde, et dans toutes les activités. Et surtout, ils sont communiqués et portés aussi par les organisations syndicales. Et donc, finalement, on a un doublement. Et on sait qu'encore une fois, dans des entreprises de cette taille, plus de communication vaut mieux que juste une action de communication. Et donc, on a un doublement finalement du portage et de la communication et de la diffusion auprès des salariés. C'est aussi un outil d'identification et de gestion des risques en matière opérationnelle, puisque si le cadre global de l'accord cadre est fixé au niveau de groupe, et ça vaut aussi pour le plan de vigilance, il demande les mesures, les engagements formulés, demandent à être déclinés et portés au niveau opérationnel. Et on voit que certains accords cadres demandent véritablement, explicitement dans leur texte, la déclinaison de plans d'action et d'un suivi spécifique de l'accord cadre au niveau local, avec toujours l'association des organisations syndicales. Alors, un outil de suivi, je vais y revenir après puisque c'est le sujet du jour, mais c'est aussi un outil d'alerte et de recueil des signalements. Les accords cadres prévoient des mécanismes de traitement des cas de non-conformité avec un système d'alerte propre. Et encore une fois, ces cas de non-conformité concernent les engagements en matière de RSE et donc recouvrent très largement les périmètres demandés, enfin les enjeux des plans de vigilance et des démarches de vigilance des entreprises. Il y a un système, alors c'est un système qui s'ajoute, hein, ça ne remplace pas le dispositif d'alerte ou le mécanisme d'alerte demandé via la loi devoir de vigilance ou les dispositifs d'alerte éthique demandés par la loi Sapin 2 ou les autres lois, mais c'est vraiment un système complémentaire d'alerte qui a aussi, encore une fois, l'avantage d'associer les organisations syndicales au recueil, au fonctionnement du mécanisme, mais aussi au traitement des différentes alertes. Sur vraiment, on a regardé donc en quoi véritablement les accords cadres pouvaient permettre un suivi des plans de vigilance. Alors d'abord, il faut dire que dans les très très grande majorité des cas, il y a des comités de suivi propres à l'accord cadre, qui sont donc direction et organisations syndicales, qui ont des rendez-vous annuels et biannuels et dont la fonction, l'objet même, est de suivre l'application de l'accord cadre et de ses mesures et de répondre aux difficultés rencontrées ou aux écarts, etc. Pour les Françaises, je vous ai mis le carré orange. Il y a aujourd'hui, notamment pour les accords cadres les plus récents, des liens explicites entre le suivi du plan de vigilance et l'accord cadre et les comités de suivi des accords cadres. Par exemple, EDF mentionne aussi des indicateurs de suivi et vous voyez, notamment, regarde les résultats des indicateurs de suivi, y compris des actions liées au plan de vigilance. Donc, annuellement, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, ils rendent compte du déploiement du plan de vigilance et des mesures qui sont prises aux organisations syndicales et à la direction. Pour PSA, là, c'est plutôt sur les fournisseurs et donc ils mentionnent explicitement le suivi de la démarche vis-à-vis des fournisseurs, donc de la démarche de vigilance vis-à-vis des fournisseurs. Et pour la Société Générale, ce qui est intéressant, c'est que via l'accord cadre international, c'est marqué au début, le plan de vigilance fait l'objet d'une concertation avec UNI. Donc UNI, c'est la Fédération syndicale internationale qui est signataire de l'accord cadre au sein de la Société Générale. Et
Et donc, ils sont complètement associés au suivi du plan de vigilance via l'outil Accord Cadre Mondial. Je voulais savoir quels étaient parce qu'on, enfin, comme vous l'avez dit, c'est des démarches qui sont quand même très compliquées. Voilà, enfin, les groupes se débattent avec des difficultés opérationnelles qui sont très disparates selon les types d'activités, selon les implantations. Est-ce que vous avez comment dire, vous avez eu une réflexion? Est-ce que vous avez discuté des principaux freins qui ont été identifiés en matière de dispositifs de suivi? Est-ce que c'est, par exemple, des craintes du côté de la conformité? Et justement, du fait de si on communique et qu'on n'est pas conforme partout, on risque d'avoir des soucis. Est-ce que c'est l'absence de liberté syndicale? Parce qu'on voit que quand on se réfère à l'index sur la protection des droits des travailleurs de la Confédération syndicale internationale, on voit que la liberté syndicale est remise en cause voire inexistante dans de très nombreux pays. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça et est-ce qu'il y a d'autres freins éventuellement que vous avez pu identifier dans le cadre de cette étude et de vos discussions avec les membres? Alors déjà, je pense que le dispositif de suivi est quelque chose qui vient finalement à la fin, la définition des mesures à la fin, et que là, ce qu'on a vu vraiment, c'est que l'année dernière, ça a été l'année de formalisation des mesures, finalisation des cartos pour ceux qui ne l'avaient pas fini l'année d'avant, formalisation des mesures, s'assurer que le plan est systématisé finalement sur toutes les activités, et donc les dispositifs de suivi viennent aussi après, et donc il y a une question de timing. Deuxièmement, je l'ai dit et je crois que c'est vrai, et ça, je n'ai pas de solution à apporter, c'est que on a fait par rapport à ce qui était explicitement mentionné comme dispositif de suivi, et ça vaut pour d'autres parties du plan. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas, je pense au dialogue avec les parties prenantes, par exemple, autant elles ont des chapitres dédiés dans les documents de référence sur le dialogue avec les parties prenantes, avec des cartographies des parties prenantes, avec les moyens de dialogue et les sujets. Et bien évidemment avec des sujets qui relèvent des plans de vigilance et des démarches de vigilance, autant il y a un décalage avec ce qui est marqué au titre du plan de vigilance et du dialogue avec les parties prenantes et l'association avec les parties prenantes. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément mentionnées dans le chapitre plan de vigilance, parce que le lien n'a pas été fait, parce que ce n'est pas les mêmes personnes, parce que voilà. Ensuite, sur les dispositifs de suivi, en fait, je crois que le déploiement va être bien mesuré, notamment via le contrôle interne, et c'est aussi quelque chose de logique. Ce qui est plus difficile à faire, c'est la mesure de la performance. Mélanie, on va en parler tout à l'heure avec les indicateurs, c'est la mesure de l'efficacité. Et en fait, peu d'entreprises aujourd'hui, et c'est demandé par la loi, pourtant, parlent de dispositifs de suivi globaux ou d'indicateurs, mais ne parlent pas d'indicateurs de mesure de la performance, parce que c'est très compliqué en matière de droits humains en tout cas, de savoir quel indicateur est approprié. Je vais vous citer un exemple dont on a parlé, c'est par exemple rendre compte du nombre d'alertes pour un dispositif. Est-ce que s'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes? Ou est-ce que ça veut dire que le dispositif a été bien communiqué? Ou est-ce que finalement c'est utile de donner des nombres d'alertes sans dire… voilà, il y a aussi la question de donner des chiffres pour donner des chiffres, oui, mais il ne faut pas oublier l'objectif de transparence qui est de donner des informations aux parties prenantes pour qu'elles soient en capacité de juger la démarche, etc. Et honnêtement, c'est comme sur les fournisseurs, il y a, je pense, certains chiffres ou informations qui sont pas inutiles, mais qui ne sont pas adaptés. Et donc, nous, on travaille beaucoup, et c'est pour ça qu'on fait ce séminaire avec l'ORS, pour essayer de orienter vers la qualité des informations et surtout de contextualiser et de montrer que l'entreprise, finalement, soit capable de dire je choisis, pourquoi elle a choisi de traiter cet enjeu-là et pas un autre, et ça passe par la méthode de carto des risques, les résultats de la cartographie des risques, etc. Et le dispositif de suivi viendra après finalement par rapport aux risques qui ont été
qui ont été identifiés. On ne demande peut-être pas à avoir le nombre de fournisseurs total. Par contre, à partir du moment où ils ont dit, on a identifié que telle catégorie de fournisseurs était à risque, et ben on vous dit qu'on a 50 fournisseurs dans cette catégorie de fournisseurs et qu'on a déployé les mesures et que c'est progressif parce que ça reste une démarche d'amélioration continue. Et peut-être dans 2-3 ans, et ben écoutez, on voit que autant on avait 4 cas de conformité cette année et dans 4 ans, on en a 0. Faut vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir sur cette question. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les entreprises, mais qui ne sont pas rendues publiques.